Bon, j'espère que le bruit de la machine dehors ne va pas faire trop de bruit. Parce que je vis en ville et qu'il y a le bruit de la machine qui nettoie la ville. C'est bien, mais ça fait du bruit. Je suis un petit peu en retard sur mes bilans lecture du mois d'avril et du coup de mai. Et comme mai, je n'ai pas lu beaucoup, je vais coupler les deux. Ça va être peut-être un poil long. Je vais essayer d'aller vite sur les trucs où j'ai pas grand chose à dire. Comme ça, je m'attarderai au moins sur les énormes coups de cœur et ou les gros coups de gueule. Je pense à un notamment, quoique j'ai tellement râlé en story que je sais pas si je vais faire très long en vidéo. J'ai commencé le mois d'avril en lisant Les Invisibles de R.J. Ellory. R.J. Ellory, j'ai lu ses 3-4 derniers romans, mais j'ai pas lu tous les premiers. Ça viendra, je sais, promis, à chaque fois je le dis. Et là, Les Invisibles, j'aime beaucoup parce que pour une fois, ça change. Il met en scène un personnage principal féminin, ce qu'on lui avait demandé apparemment assez souvent. Et surtout, ça revient sur les débuts du profilage. Et ce que j'aime beaucoup dans la construction des Invisibles, c'est la tranche de 5 ans. En fait, il fait, je crois, 4 parties sur 5 ans sur une affaire qui obsède notre Rachel Hoffman, notre personnage principal, ça la hante. Et en fait, on voit vraiment la dégradation, mais aussi l'évolution de l'affaire sur 20 ans. Je crois que c'est 20 ans, parce qu'il me semble qu'il y a 4 parties de 5 ans. Ouais, c'est 20 ou 25 ans, mais en tout cas, c'est une évolution qui est assez intéressante parce que du coup, on voit vraiment le début de Rachel dans la police, les débuts dans le profilage, etc. etc. J'aime beaucoup R.J. Laurie, je trouve qu'il est plus sur une construction de polar à ambiance ou à personnage plutôt qu'à rebondissement et c'est un truc que j'apprécie beaucoup personnellement. Je lis pas énormément de polar, mais j'apprécie beaucoup. Ensuite, j'ai lu le nouveau Fred Vargas, Une unique lueur. Je suis très contente de retrouver Fred Vargas. Je suis une assez grande fan du personnage d'Adamsberg. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu. Alors, il paraît que le précédent, sur la dalle, était vraiment à chier. Je ne sais pas pour les lecteurs, lectrices de Fred Vargas, mais moi je trouve qu'une unique lueur retrouve un peu tout ce qui fait le charme des polars de Fred Vargas. Je trouve qu'on retrouve toute l'équipe, les personnages un peu atypiques qui composent la brigade de Adamsberg. Adamsberg lui-même, ses flâneries, ses sortes d'éclairs de génie qu'il a pendant qu'il flâne, enfin sa poésie aussi. J'ai été un peu plus déçue sur l'affaire parce que j'ai trouvé que il y avait, je sais pas, je trouvais que ça tournait, bah c'est peut-être moi aussi qui suis pas sensible à ça, mais je trouvais que ça tournait trop autour de références culturelles et comme je suis pas très culturelle, ça m'a un peu ennuyée. Non, je plaisante, non. Mais sinon, non, j'ai trop aimé retrouver Adamsberg, j'ai adoré retrouver un peu cet humour, cette légèreté à travers la graveté d'une scène de crime. Voilà, non, j'aime beaucoup. Après, je pense que c'est pas son meilleur. Encore une fois, je pense que les meilleurs étaient quand même les premiers, mais quand je dis ça, j'ai l'air d'une vieille conne. Alors, je le dis, mais pas trop fort. Ensuite, je vais pas m'attarder parce que je l'ai abandonné assez vite. J'ai essayé de lire Cette folle envie de te tuer de Camilla. Ah, j'ai oublié de dire les traductrices. Bon, je le mettrai. Je le mettrai. Cette folle envie de te tuer de Camilla Barnes. Je crois que c'était chez Flammarion. Alors, c'était censé être assez drôle, axé autour de la famille. Je crois qu'il comparait ça à des films de réalisateurs que je ne connais pas. La culture et moi, non je plaisante. Mais non, ça a tombé vraiment comme un cheveu sur la soupe, j'ai trouvé ça d'une lourdeur et pas du tout drôle. Et en plus de ne pas être drôle, ce n'était pas intéressant parce qu'encore si ça disait des choses sur la famille, pourquoi pas. Mais là, je me suis juste ennuyée donc je l'ai abandonné. Il faisait 300 pages, je l'ai abandonné à 80-100 pages. Ensuite, j'ai lu Alors c'est bien de Clémentine Mélois qui vient de sortir chez Folio et qui était publié en grand format à l'Arbalète chez Gallimard, qui est un texte autobiographique sur son père, qui était un grand sculpteur et qui est décédé d'un cancer, si je dis pas de bêtises. Et du coup, elle raconte les derniers jours de son père. C'était assez touchant, un peu étrange parce que c'est une famille qui est assez fantasque. Du coup, la mort qui est censée... En plus, on voit vraiment les derniers jours, donc la mort qui est assez compliquée, normal pour la famille, est pleine d'éclaircies en fait, de petites blagues, c'est pas des blagues, mais de petites phrases que dit le père parce que c'est un personnage assez atypique, assez original, et du coup ça éclaire un peu le texte. Après, c'est quand même autour des derniers jours de quelqu'un qui est en train de décéder, donc c'est pas le plus facile à lire, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant et assez touchant évidemment. Ensuite, j'ai lu un livre qui me sort un peu de ma zone de confort parce que je recevais l'autrice dans ma librairie, c'était Théorème à deux inconnus de Cynthia Raymond, publié chez Erol. Je dis que ça me sort de ma zone de confort parce que c'est des livres catégorisés feel good et que je n'en lis pas énormément. Je ne suis
a priori pas la cliente, mais pourquoi pas de temps en temps. J'ai beaucoup aimé, je trouve que, en fait j'aime beaucoup l'autrice qui fait des petites stories rigolotes sur Instagram, et je trouve que quand on la suit ou quand on la connaît un petit peu, on retrouve vraiment 100% son humour dans son écriture. Et donc dans Théorème à deux inconnus, on suit une femme qui... Non mais ça va là, on peut péter un câble ailleurs, allez sors de là. Dans Théorème à deux inconnus, on suit... Je vais retrouver Anna. On suit Anna qui est une jeune femme qui se fait larguer par son mec alors qu'elle vivait à Paris, qu'elle avait un travail à Paris. Je crois que le travail ça va pas très bien non plus. Bref, elle se retrouve à retourner chez sa famille et un peu au chômage et déprimée quoi, sans mec. Et elle reçoit chez sa mère, chez qui elle retourne vivre, un courrier de son ami d'enfance qui s'appelle Olivier, avec qui elle n'a plus de contact depuis des années parce qu'il a un peu disparu de sa vie du jour au lendemain quand ils étaient enfants ados. Et il lui propose, parce que c'est quelque chose qu'il faisait enfant, de résoudre des énigmes pour en gros arriver jusqu'à lui. J'aime bien cette construction parce que du coup on a vraiment le point de vue d'Anna, mais aussi les énigmes et des séances chez le psy où on devine ce qu'on devine être Olivier. Et j'ai beaucoup aimé cette construction parce que du coup c'est assez rythmé, ça donne vraiment envie de lire la suite, ça donne envie de résoudre les énigmes, ça donne envie d'en découvrir plus, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils se parlent plus. Mais non, franchement, c'était une bonne lecture, ça m'a un peu... Ça m'a sorti, en plus, j'étais vraiment dans un creux un peu de lecture, ça m'a sorti de ma peine de lecture, donc écoutez, si vous êtes un peu friand de ce genre de littérature ou si vous voulez essayer, je trouve que c'est un bon texte. J'ai lu, ouais, à moitié en diagonale à la fin, Le temps d'un été d'Abby Jiménez, publié chez De Saxius. Je suis très déçue d'être déçue, tout le monde le comparait à Émilie Henry, je ne voyais que des avis dessus en disant que c'était genre trop bien. Franchement, non, c'était pas fou en fait, c'est mal écrit. Déjà, je trouve ça très mal écrit. Je pense que c'est même pas mal traduit, je pense que c'est mal écrit parce que c'est 100% du dialogue. Enfin, moi je déteste quand c'est. Mettez un peu. Enfin, je sais pas, un roman ne peut pas, et la construction de personnage ne peut pas s'écrire que sur du dialogue. J'ai peut-être tort, mais c'est mon avis. Donc, ça, déjà, j'ai pas aimé. En plus, au début, ils s'échangent des sortes de messages sur un forum. C'est vraiment genre, ils s'envoient un texto. Et entre les textos, donc les captures d'écran, il y a vraiment écrit je mange ça, je me lave, je fais ci, je fais ça. Mais qu'est-ce que. Mais ça n'a pas d'intérêt vraiment, genre pour la construction du roman, ça n'a aucun intérêt. Pour la psychologie des personnages, ça n'a pas d'intérêt. Donc déjà, ça m'a saoulée. J'ai trouvé qu'en fait, c'était dommage parce qu'il y avait de l'humour. Un humour qui était intéressant. Il y avait des genre green flag, genre le personnage masculin il est trop green flag, il est trop mignon, ils font des trucs ensemble. Enfin franchement, techniquement autour du livre, je comprends, parce que c'est mignon, machin et tout. Mais déjà, je trouve ça trop long pour ce que c'est. On voit où ça va. C'est un peu appuyé sur le passé tortué, sur le passé compliqué notamment du personnage, en fait des deux. À chaque fois, ils ont... En fait, le truc, c'est que j'en reviens à ce que je disais sur une de mes précédentes vidéos. Quand les deux ont des énormes casseroles, je suis là, mais dans la vraie vie, excusez-moi, tout le monde n'a pas des casseroles. Et je parle pas de petites casseroles, on a tous des petites casseroles, ça oui. Mais je parle d'énormes casseroles. On n'a pas tous des énormes casseroles et surtout on n'est pas tous destinés à rencontrer quelqu'un qui a une énorme casserole. Voilà, c'est ça. Je trouve qu'à chaque fois c'est vraiment les deux. Il n'y en a pas un qui peut être genre un peu sain. Non, il faut vraiment que tout le monde ait une énorme casserole. Bref, non et puis mal écrit. J'ai pas aimé. Ensuite, j'ai lu et adoré Bordure de... Si vous voyez mon regard partir par là, c'est parce que j'ai mon récap ici parce que ça date un petit peu quand même. J'ai lu Bordure de Lucie Mosca qui est publié chez La Talente, qui est un one shot de SF que j'ai adoré, que j'ai trouvé hyper dynamique, engagé et vraiment touchant aussi, ça m'a un peu remué. En gros, on suit une fille qui est... comment elle s'appelle déjà? Ah oui, elle s'appelle Shiloh, bon bref. Et elle est une ancienne, une vétérante de guerre, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et elle est revenue, en fait, elle est revenue traumatisée comme beaucoup de gens de cette planète, voilà, de cet endroit-là. Elle vend ses services avec sa meilleure amie, elles ont en fait une sorte de trafic d'œuvres d'art où elles revendent des choses, mais sous couvert aussi de faire tomber les riches, le capitalisme, etc. de cette planète. Et du coup, c'est Shiloh, désolée, je sais pas comment on dit, qui s'occupe de faire les commandos dans son vaisseau avec une petite équipe. À chaque fois, elle loue les services de gens pour l'aider sur ces petits trucs. Des fois, elle dit pas vraiment la vraie raison de leur mission, mais sous couvert de machin. Bon, après, c'est des mercenaires, hein, donc je pense qu'ils s'en foutent. Bref, ce que j'ai adoré, c'est que c'est touchant parce que ça parle quand même beaucoup de stress post-traumatique. Donc je trouve que vraiment, il y a des... Pour le coup, là, les personnages sont vraiment bien construits et bien campés. Il n'y a pas que Shiloh. Il y a il y a un autre membre de son équipe et puis même d'autres personnes qu'on rencontre qui reviennent aussi de ce sorte de génocide un peu traumatisant. Je sais plus très bien
ce qui s'était passé, mais c'était en gros, ils ont vraiment été limite drogués pour ne plus se rendre compte qu'ils tuaient en masse. C'est assez horrible quand même. Et ça, c'est vraiment une partie du roman que j'ai adoré. Le stress post-traumatique est super bien traité. J'ai adoré parce que ça fait vraiment genre casse, genre pas Ocean Eleven, mais un peu genre casse, mission commando, etc. Donc du coup, il y a beaucoup d'actions, c'est très rythmé. Il y a des pistolets laser, moi j'adore. Il y a des vaisseaux, moi j'adore. Enfin bref, c'était super. C'est pas de la SF où je trouve que la hard SF, mathématiques, scientifiques, où moi il faut avoir fait bac plus 8 pour comprendre. Moi j'aime pas trop cette ESF là, et là celle-là, moi c'est vraiment tout ce que j'adore. Un peu centré sur les personnages, mais aussi l'action et tout. Et en même temps, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que bah évidemment c'est un peu engagé parce que il y a ce truc de d'interespèces, genre ils ont pas tous les mêmes, ils viennent pas tous de la même, je sais pas, de la même planète ou des mêmes trucs. Donc il y a vraiment un truc un peu interespèce. Il y a deux scènes de sexe très bien écrites. Ça passe ou ça casse, mais moi ça m'a plu. J'ai trouvé que c'était très bien écrit et assez sympathique. Et en plus de ça, ouais, je me suis beaucoup attachée au personnage de Shiloh. Je trouve qu'elle est vraiment super. Elle a ses failles, mais elle est forte. Enfin, moi, c'est vraiment le genre de personnage féminin que j'adore et auquel je m'attache énormément. Donc, si vous voulez un one-shot de SF survitaminé et engagé, je vous le conseille. Je crois que je n'ai pas fini ma phrase. Tout ça pour dire qu'en gros, c'était engagé parce que ça essayé de détruire les riches. Donc, bordure super. Ensuite, j'ai lu le nouveau Aline Dieudonné dans la jungle, toujours publié chez l'Iconoclaste, qui m'a, ma foi, laissé waouh, un peu. En fait, ça m'a fait vraiment une espèce de claque, mais dans le sens où ça, on voit où on en vient. Le roman s'ouvre, on est chez le notaire. On voit en fait très bien qu'il y a eu un drame dans deux familles, parce qu'il y a la famille et la belle famille, et que un homme a tué toute sa famille. On le sait, c'est dit dès le début, c'est l'introduction, c'est le notaire. Donc en fait, on voit en gros de quel sujet va traiter Aline Dieudonné dans ce roman. Et ça commence, et on revient sur le début de l'histoire de Arnaud et Aurélie, donc le couple. Et là, je trouve que Aline Dieudonné, elle fait un truc qui est à la fois intéressant, à la fois un peu risqué, enfin moi j'ai trouvé personnellement, c'est qu'elle nous présente leur quotidien un peu banal, leur rencontre, leur évolution, le couple, etc. sur quand même un bon tiers, même après, parce que du coup on va voir la dégradation lente et insidieuse, enfin c'est vraiment terrible ce qui se passe. Et en fait au début, elle balance, je trouve, plein de noms, de prénoms, de trucs qui ne servent à rien et qui en même temps, je trouve, participent au fait qu'on est dans un quotidien banal. Du coup j'ai trouvé ça un peu pas risqué dans le sens, il y a peut-être que moi que ça gêne, j'en sais rien, mais genre vraiment c'était... Et du coup là, Olivier parla à son ami Frédéric dont le père, attendez, je vais faire... dont le père, Jacques, était un ancien machin, et Jacques avait rencontré Madeleine dans une truc machin, et en fait elle fait beaucoup de petites incursions d'amis, de famille, de machin, en balançant les noms et les prénoms, parfois, surtout les prénoms, et en fait ça ne sert à rien, parce qu'on ne va jamais aller vers ces personnages-là. Du coup, elle nous fait comme s'il y avait plein de personnages, alors qu'on ne s'attarde pas sur ces personnages-là du tout. On va rester avec Aurélie et... Merde, Antoine, Arnaud, je me souviens plus de son prénom, Arnaud. Donc moi au début j'étais là, mais attends, mais pourquoi tu nous donnes tous ces prénoms s'ils ne servent à rien? Parce que moi ça fait juste me perdre et me donner l'impression qu'on va aller vers des pistes où on va pas. Et en même temps, c'est là où je trouve ça vraiment très intéressant, c'est que bah c'est ça, on y va en fait, enfin on va dans le quotidien banal, on est avec les amis d'eux, les machins et les trucs, et du coup au moment où on part vers là où ça va dégénérer, impossible de lâcher le roman. On a l'impression d'assister à un accident de voiture, c'est horrible, mais vraiment elle est ultra douée parce que c'est trop bien fait. On voit tous les petits mécanismes insidieux, toute la lente dégradation, tout ce qui va mener au drame. C'est terrible, mais c'est hyper bien fait. Alors franchement, je dirais bien à me sentir ça se tenir parce que moi, il y a vraiment deux trois scènes qui sont pas, comment dire, violentes dans le sens où on pense, mais qui sont d'une violence. Enfin, moi je trouve que si on est un peu sensible sur ces sujets-là, attention quand même parce que c'est rude, hein. Mais par contre, elle est trop forte parce que, comme dans ses autres romans, elle arrive à aller vers des terrains pas faciles et à très bien le faire, à très bien écrire. Donc, non, c'était vraiment une claque. Je trouve qu'on peut pas dire que c'est le genre de livre coup de cœur, machin et tout. Je vais pas dire que c'est un coup de poing parce que bon, on va pas non plus abuser. Mais, enfin, pas abuser parce que coup de cœur, coup de poing, j'aime pas cette expression, bref. Mais franchement, si c'est un coup de poing dans la gueule, allez, je le dis. Donc ça c'était mes romans du mois d'avril. Je sais pas si je fais les graphiques et tout parce que j'ai peur que ce soit trop long. Bon, je peux peut-être dire, si je vais pas tout faire les graphiques, mais je vais dire les temps forts. J'ai adoré Langue de Vipère chez Rue de Sèvres. J'ai adoré Frankenstein de David Sala. J'ai adoré
mes suites de manga, mais ça on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai adoré? Bah si, Escape and Loafer, c'était trop bien. Ah si, et très bon début de série avec Esquisse d'un cœur en devenir chez Kana. Premier tome d'une série qui sera en 7 sur le milieu de l'art entre un artiste et une artisane. Elle fait des tambours. C'est un autre nom, mais voilà. Le dessin était super beau, j'ai beaucoup aimé et j'aime bien parce que la romance est assez maladroite et touchante, mais on sent qu'elle va vite s'installer, que ça va plus s'intéresser à leur vie de jeunes adultes après et le couple en devenir. Donc j'aime beaucoup. Et après, Our Love Language, toujours aussi bien. Bref, je crois que c'est surtout ce qui m'a marqué là. J'ai bien aimé Asphalte Sauvage quand même, de Anne Masse au label 619. C'était quand même pas mal ça. Donc ouais, voilà pour avril. Et donc vraiment BD, Langue des Vipères et Frankenstein de David Sala. Magnifique, super, incroyable. Pour le mois de mai, alors hop, j'ai lu le roman de... Désolée, c'est pas très poli, je regarde pas. Ouh là là. J'ai lu Tout ce que je ne sais pas de Chloé Lume, publié chez Sarbacane dans leur collection Exprime. C'est la première fois que je lis Chloé Lume et j'ai été très agréablement surprise. Je trouve qu'elle ne va pas à la facilité d'une littérature ado qui, je trouve en ce moment, en tout cas moi tout ce que je lis, je trouve que ça tourne un peu en rond. Je schématise peut-être, mais je n'en lis plus assez pour voir la diversité. Là, je vois que les trucs romantasy, romance, machin et tout. Et quand je les lis, je trouve que ça ne révolutionne rien. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que j'ai l'impression que ça tourne en rond. Et quand je suis allée vers lui, je ne m'attendais pas au chemin que prend le roman. Donc ça m'a trop agréablement surprise. En gros, on suit le personnage d'Éléonore, qui est une adolescente qui a eu un accident d'escalade. Et elle se réveille après genre 6 mois de coma et elle ne se rappelle plus du tout qui elle est. Et en fait, elle va découvrir sa personnalité, elle va découvrir qui elle était à travers le regard de sa famille, de ses amis, de ses camarades de classe, etc. Donc on alterne vraiment plusieurs points de vue. Quand on est au point de vue de Éléonore, on est à je. Par contre, quand on est au point de vue des autres, on est à tu. Par exemple, quand c'est la mère qui parle, c'est tu regardes ta fille faire ça, tu regardes machin. Et je trouve que c'est hyper intéressant en termes d'écriture. Peut-être, je ne présume de rien, peut-être un peu compliqué pour un ado pas trop bon lecteur. Je pense qu'il faut quand même aimer un peu lire parce que c'est pas une narration encore une fois facile, mais par contre hyper intéressante. Et surtout, en fait, Éléonore, alors, elle ne se souvient pas de qui elle est, mais elle n'aime pas du tout le portrait qu'on fait d'elle. Elle se dit, mais si j'étais cette fille-là, ben, j'ai pas envie de redevenir cette fille-là. En plus de ça, on découvre que peut-être ce n'était pas forcément un accident, sa chute. Et du coup, il y a un peu une enquête qui se mêle à la quête d'identité et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Ça va aussi vers un chemin que je ne dis pas, mais que je n'ai pas vu venir. Voilà, je pensais pas qu'on allait aller vers là. Je sais pas si Chloé Lume elle avait déjà fait ça ou quoi, mais en tout cas, moi j'y allais vraiment vierge de toute idée préconçue et j'ai été très surprise de la direction. Bref, je trouve que c'est un très bon roman ado, très intéressant. J'ai lu et adoré Les grues volent vers le sud de Lisa Ridzen. Je vous mettrai le nom de la traductrice. Qui raconte l'histoire de Beau, qui est un vieux monsieur qui vit seul avec son chien et en fait il vieillit. Et en vieillissant, l'entourage les aide et son fils notamment se rendent compte qu'il ne peut peut-être plus très bien s'occuper de son chien et ils veulent lui retirer son chien. Sauf que Beau, c'est un vieux un peu têtu et puis surtout un peu solitaire quand même parce que son fils passe pas autant qu'il voudrait. Sa femme a la maladie d'Alzheimer, je crois. Enfin, en tout cas, elle ne se souvient plus de eux et elle est placée surtout en maison, en EHPAD ou quelque chose comme ça. Donc du coup, lui, il est vraiment tout seul. Donc il a déjà perdu sa femme. Si on veut en plus lui enlever son fils, pas souvent. Et si on veut en plus lui enlever son chien, il a vraiment plus rien. Donc il est vraiment très en colère contre son fils. Et en fait, on va suivre ces quelques mois en fait où il y a cette histoire autour de ce chien qu'on veut lui retirer et on voit en fait toutes les relations de Beau avec son fils, avec son chien, avec les aides et avec son ami aussi, je sais plus comment il s'appelle, avec son meilleur ami. Enfin bref, c'est vraiment un roman qui est sur la vieillesse, sur la fin de vie. Je vais pas mentir, c'est quand même, c'est quand même on voit la dégradation de Beau quoi, il vieillit. C'est comme si il était plus assez adulte pour s'occuper de lui-même. Et en même temps, on comprend le fils parce que ben si c'était nos parents, est-ce qu'on ferait pas comme eux? Et c'est en même temps essayer de déposséder quelqu'un qui juste vieillit. Je sais pas, c'était hyper intéressant. Je trouve que sur la vieillesse, ça dit des choses vraiment de manière assez juste. L'écriture, elle est assez simple, mais justement, je trouve que ça met une pudeur et une sorte de vérité, c'est pas le bon terme, mais je trouve que ça me donne vraiment une sincérité au texte assez épatante. Elle est suédoise et je sais que là-bas ça a été un gros best-seller et là en France je crois que ça commence vraiment à
à prendre aussi auprès des libraires et des lectrices. Mais en tout cas, moi, c'est un texte qui m'a énormément touchée et que j'ai trouvé super bien écrit par rapport à la vieillesse. Il n'y en a pas beaucoup de livres, enfin, moi, je n'en connais pas beaucoup de livres qui donnent aussi bien à voir euh, le fait de vieillir. Et franchement, ça m'a beaucoup touchée. Puis en plus, sa relation de Beau avec son chien, mais c'est. Bon, les relations avec les chiens, quoi. Mais voilà, moi, Beau, je suis avec toi. Je ne voudrais pas non plus qu'on me retire mon chien, encore plus si je vieillissais. Bon, le nerf de la guerre. J'ai lu Hâte-toi quand vient la nuit. C'est ça? Hâte-toi quand la nuit vient. De Marie Pavlenko. Bon, j'allais dire, je n'aime pas défoncer les livres, c'est pas vrai, je m'en fous de défoncer les livres. Je n'aime pas critiquer le travail d'un auteur, bon, je ne sais pas. Ce n'est pas un mauvais livre, je n'ai pas aimé, ce n'est que mon point de vue, mais j'ai cordialement détesté ce livre. Je l'ai trouvé tellement agaçant, mais ça m'a tellement mis les nerfs. Alors, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu mes stories, ça vous avez beaucoup rire. Sachez que moi, je ne jouais pas la comédie, j'étais réellement énervée à 100% quand je vous ai fait ces stories. Ça m'a rendu folle, ce livre. Je trouve que c'est tout ce qui, c'est tout ce que je ne veux pas voir en littérature ado. C'est un truc qui a été fait 1000 fois. De l'anticipation, ok, bon, bah, poussons le curseur un peu sur notre société qui va mal, ok. Sans aucune once d'espoir. Parfait. Moi, ça, donner ça aux ados, c'est super. Ils vont être bien heureux de continuer à vivre dans ce monde pourri. Super. Aucune once d'espoir. En plus de ça, ça nous raconte l'histoire de deux jeunes dans une société totalitariste, fasciste, ce que vous voulez, les denrées climatiques, tout crève, tout meurt. Enfin bref, c'est la galère. Allez, super. On est vraiment très heureux de lire ça, surtout aujourd'hui. Et ces deux ados vont se rencontrer dans un lycée et ils tomber amoureux. Et c'est genre Roméo et Juliette sont trop maudits, pourront jamais s'aimer. Parce que le texte est ponctué de petits retours en arrière sur plein de périodes différentes de l'histoire où on voit des personnes, des réincarnations de ces deux Roméo et Juliette dans d'autres vies antérieures. Et en fait, ils sont maudits, ils peuvent pas s'aimer. Il y en a toujours un des deux qui meurt, c'est terrible et tout. Et en fait, ça ne sert à rien. Genre, déjà, l'histoire d'amour, elle est pourrie. Le livre s'ouvre sur un petit truc de Marie Pavlenko qui dit ah, une collègue m'a dit c'est à la mode les histoires d'amour, en gros, tu dois en écrire un truc comme ça. Elle est là. Mais en fait, fais une histoire d'amour ou fais un roman d'anticipation, mais ne fais pas les deux. Parce que du coup, l'histoire d'amour, là, maudit sur des générations, ça ne sert à rien au propos de la vie est pourrie. Ou alors, c'est que l'amour est la touche d'espoir, mais à ce moment-là, je suis désolée, je l'ai pas vu parce que pour moi, il y avait aucune touche d'espoir et surtout, l'amour était totalement désintéressant parce que, bah, juste. Oh, on se fréquente, on essaie de se sauver mutuellement de ce monde qui est pourri. Bon, bref, moi j'ai détesté. Je trouve que la romance elle y est pas du tout. Je trouve que l'anticipation elle est déprimante. On arrive dans le lycée Jean-Marie Le Pen. Bon, c'est bon, on peut avoir une touche de subtilité s'il vous plaît. On peut faire un roman qui dénonce sans aller dans des grosses chaussettes là. Oui, on s'adresse à des ados, mais on n'est pas obligé de les prendre pour des cons. En fait, le problème c'est que c'est ça qui m'a rendu folle, c'est que je trouve que ce roman n'a aucune subtilité. Donc, je vais peut-être pas me faire des copains. Sachez que j'adore les romans normalement de Marie Pavlenko. Alors j'ai pas lu ces romans un peu anticipation, j'ai surtout lu ces romans genre Un si petit oiseau, Le soleil, je sais pas quoi. Et ceux-là je les ai adorés, je les conseille tout le temps. Mais vraiment, celui-là, je l'ai trouvé déprimant, sans aucun intérêt, et surtout ça a déjà été fait en fait, de pousser le curseur d'une société qui va mal. Il y a déjà des tas de romans qui existent sur ça. Donc si c'était pour faire quelque chose qui ressemble à d'autres choses, mais qui n'a aucun intérêt, je ne vois pas le... Ben, encore une fois, je vois pas l'intérêt. Donc ça m'a rendu folle, ça m'a beaucoup énervée, ça m'a mise en colère. Je me suis dit, bah, si c'est ça qu'on donne aux ados aujourd'hui, tu m'étonnes qu'ils aiment pas lire, hein, parce que moi je préférerais aussi scroller sur mon téléphone que relire ce livre, hein. Donc, c'est vraiment très méchant ce que je viens de dire. C'est pas grave, je le laisserai quand même. Et en plus de ça, je tiens quand même à spécifier que c'est pour très grands ados, parce qu'il y a deux scènes de violence, dont une de quand même viol limite collectif, pas extrêmement décrite, mais quand même présente. Et franchement, moi j'ai trouvé ça d'une violence gratuite. Alors oui, ça existe, je sais, je ne suis pas dans un monde de bisounours, je sais aussi que le fascisme existe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écrire sur ça et je ne dis pas qu'il ne faut pas dénoncer les violences. Je dis juste que il faut mettre de la subtilité, s'il vous plaît. Sinon, en fait, qui va avoir envie de lire ça? Enfin, moi je suis désolée, quelqu'un de traumatisé il va pas lire ça et quelqu'un qui est un peu optimiste ou qui veut de l'espoir il va pas lire ça. Moi j'ai pas envie de dire ça. Ensuite j'ai lu, non je l'ai abandonné, non je l'ai lu, je l'ai fini en diagonale je crois. Mais je l'ai fini en diagonale. L'île où je ne suis pas morte de Marine Neuser, publié au Rouergue. C'était un roman qui se passe en Écosse sur une fille qui doit revenir dans sa maison de famille où sont ses deux frères parce que le père est mort, il doit vider la maison. On va revenir sur un passé traumatisant de notre narratrice et de notre personnage principal. Le problème, moi, de ce roman qui fait que je me suis vraiment un peu ennuyée, c'est que je l'ai trouvé répétitif. L'écriture est intéressante, mais en fait, même si c'est pas un roman à suspense, on voit où va l'autrice. Et en fait, le problème, c'est que moi, du coup, j'avais plus d'intérêt à le lire. C'est horrible à dire parce que le sujet est un peu grave. Mais en fait, le problème, c'est que si c'est pas un roman à suspense, il faut que le reste se tienne. Et pour moi, en fait, c'était trop répétitif.
je voyais où est-ce qu'elle allait et vraiment en continuant même en diagonale, la construction est assez répétitive et oui, vie de la maison, machin, bidule. Enfin, je sais pas, je me suis un peu ennuyée et c'est dommage parce que l'écriture était pas inintéressante, le sujet était là pour me plaire, l'ambiance d'Écosse, l'île, l'ambiance d'Écosse et tout, je crois que c'est une Française, je sais pas si elle a vécu ou si elle vit en Écosse, mais par contre, l'ambiance de l'Écosse est super bien retranscrite et il y avait plein de choses intéressantes, mais j'ai trouvé ça trop long. Ensuite, j'ai adoré La planète des tout doux. Alors, faut savoir qu'en grand format chez La Talente, il s'appelait La controverse de Zara 23. C'est de John Scalzi. Et c'est un roman qui vient de sortir dans leur collection Poche Neptune là. Et du coup, ils l'ont renommé, ce que je trouve pas plus mal parce que je suis pas sûre que j'aurais lu un livre qui s'appelle La controverse de Zara 23. Par contre, La planète des tout doux, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qu'un tout doux? Donc, je suis ce genre de personne superficielle qui se dit tout doux, c'est trop mignon, je veux savoir ce que c'est. Et les Toudous, c'est un peuple qui sont donc sur la planète Zara 23, qui sont des planètes qui sont exploitées pour leurs trucs minerais, là, leurs denrées minerais. Bon, bref, des grosses industries pompent toutes les ressources de la planète, sauf qu'ils ne peuvent pas pomper toutes les ressources de la planète s'il y a des formes de vie intelligentes. Et c'est là où les Toudous débarquent, et notamment notre personnage principal, dont je ne me souviens plus le nom. Est-ce que c'est important? Jack? Non. Si, c'est ça, Jack. Jack Holloway, qui est un mercenaire lui aussi, comment on appelle ça? Prospecteur indépendant. Ouais, bon, un mercenaire quoi. Il s'occupe lui de voilà de trouver des zones où les industries peuvent pomper, il a un peu sa part, etc. Et donc du coup, un jour, il va tomber sur une créature qui vient chez lui et qui n'est autre qu'un Toudou. Excusez-moi, mais les Toudous ne sont rien, ni plus ni moins que des Ewoks. Ça m'a fait... Voilà, c'est mon petit attachement, c'est pour ça que je dis que je suis superficielle. Moi, il faut que le truc soit mignon, sinon ça ne m'intéresse pas. Je plaisante, évidemment. Mais en tout cas, les Toudous, c'est cette espèce-là, et il va essayer de prouver que les Toudous sont une forme de vie intelligente, en gros. Ce que j'aime beaucoup, c'est que Jack Holloway, il vient du droit. En gros, il était ancien avocat, il s'est fait radier du barreau, et maintenant il est prospecteur, voilà, un peu mercenaire. Mais c'est un mec qui garde un peu ses ressources de droit, et il va y avoir des sortes de petites scènes de procès, de machin et tout, en plus de scènes d'action, en plus de scènes où on découvre les tout doux. Et en fait, j'ai trouvé que le livre était hyper bien rythmé. Et qu'en plus de ça, il y avait vraiment des scènes de procès, etc. qui me faisaient penser un peu à un faux vaudeville, genre un truc un peu humoristique, caricatural, mais tout en parlant de justice, d'écologie, de droit, etc. Donc j'ai trouvé que le roman sur 300 pages, franchement, il est court. 350 pages, mais ça se lit vraiment très très bien. Et j'ai trouvé que tout s'enchaînait. J'ai trouvé que tout s'enchaînait très très bien et surtout que ça mêlait vraiment une touche d'humour, de grotesque, mais avec voilà des thématiques moi qui me plaisent beaucoup. Bah, j'allais dire cause animale, mais du coup, est-ce que les toutous sont des animaux? Non, pas vraiment. Mais du coup, voilà, droit, écologie, etc. Avec encore une fois un petit peu d'action, un petit peu de piou-piou et tout. Piou-piou, moi, c'est les pistolets laser, hein, pour ceux qui ne savent pas. Bref, j'ai adoré, je vous le conseille, franchement, encore une fois, one shot de SF assez accessible et assez sympa. Et alors, côté BD, j'ai lu le premier tome des Seigneurs Mages, que j'ai bien aimé. Je sais plus chez qui c'est. Vent d'Ouest. Chez Vent d'Ouest. J'ai bien aimé mes BD jeunesse, très intéressante, allure un peu Ghibli, fantasy, heroic fantasy jeunesse. J'ai juste trouvé que c'était très introductif, un peu trop. Je pense que ça méritait une plus grosse pagination, ou alors d'avoir une, peut-être si la sortie du 2 est assez rapprochée, parce que là j'ai trouvé ça voilà, un peu court. Et j'ai lu aussi le tome 1 de Pourpre Sang, qui est une des premières BD de la nouvelle maison d'édition Astrolabe, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu sur les recommandations de librairie BD7, bah, comme les Seigneurs Mages d'ailleurs. Ils ont une chaîne YouTube, ils ont Instagram, c'est une librairie de Paris qui est dans le 16e, qui est super et qui fait des super recos, BD, etc., manga. Donc si vous voulez les suivre, c'est super ce qu'ils conseillent, moi je les adore. Donc c'est eux qui ont recommandé Pourpre Sang le tome 1 en disant que c'était un mélange de Pirates des Caraïbes et de Hellboy. J'ai pas lu Hellboy mais je vois, et Pirates des Caraïbes j'adore, et en plus de ça ils disaient que c'était frais et que ça renouvelait un peu le vent de la BD, enfin franco-belge, et je suis d'accord, franchement j'ai passé un super moment. Je trouve le dessin et la colorisation très frais, en fait, pour reprendre le mot, je trouve que c'est très frais. C'est à la fois classique et pas classique, et j'ai beaucoup aimé, très dynamique, et l'histoire sera je crois en 2 tomes, si je dis pas de bêtises, en 2 tomes, mais j'aime bien où ça va, on s'ennuie pas, c'est franchement un très bon moment de lecture, et la BD est très belle. Il y a un petit cahier graphique là à la fin.
sur les recherches des persos et tout. Franchement, très bonne découverte. Je vous mettrai juste la couverture parce que j'aurai la flemme de faire des inserts d'images, je me connais. Si on doit en retenir certains, je dirais bordure. Bordure, c'était vraiment super. Bon, dans la jungle, mais accrochez-vous hein, quand même. Les tout doux, la planète des tout doux, c'était super. Les grues volent vers le sud. Lisez-le, c'était merveilleux. Et tout ce que je ne sais pas, je vous le conseille aussi si vous voulez un bon roman de lecture ado qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà pour le récap d'avril et mai, comme ça je serai à jour pour faire juin. Ah si, on va faire le petit truc du commentaire parce que sinon je vais avoir aucun engagement sur YouTube. Voilà, je me connais, c'est pas très grave. Qu'est-ce que... Une grue? Une grue, je sais même pas si c'est un emoji grue. Bah mettez-moi un emoji chien. Ce sera pour Beau et son chien Sixten dans Les grues volent vers le sud. Donc mettez un emoji de chien si vous... Chien. Je suis chi moi. Mettez un emoji chien si vous êtes allé jusque là et surtout si vous avez envie de soutenir mon travail. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à me dire aussi votre coup de cœur de mai ou avril. Je sais plus si j'ai fait le salut. Allez, à la prochaine.